C'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI. Sur LCI, vous le savez, c'est une journée spéciale pour suivre cette situation politique inédite, explosive en France, parce que ça n'arrive qu'en France. Nous sommes le 6 octobre. C'est la Saint-Bruno et ils sont deux à se disputer l'auréole. Le premier, Bruno Retailleau, vient tout juste d'être confirmé ministre de l'Intérieur, mais il convoque ce matin un comité stratégique des Républicains pour contester la composition du gouvernement dans lequel il est placé 4e dans l'ordre protocolaire. Et il conteste aussi la nomination de l'autre Bruno, Bruno Le Maire, bombardé à la Défense. Deux Bruno, deux égaux. Le premier incarne la droite qui veut garder son cap, le second le macronisme qui veut rester debout. Bref, un ministre de l'Intérieur qui menace de l'intérieur, un Premier ministre qui promet la rupture mais renomme les mêmes, et un président qui change les visages sans changer de logique. La Saint-Sébastien, c'est le 20 janvier. Monsieur Lecornu sera-t-il encore Premier ministre? En tout cas, cette semaine, ça va être sa fête. Ça n'arrive qu'en France. Et on en parle sur le plateau avec Christophe Barbier. Bonjour, cher Christophe. Bonjour Anaïs. Vous faites les 3-8 sur LCI. Et oui. On est tellement content de vous avoir avec nous. C'est magnifique. Merci d'être là. Guillaume Audat, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Bonjour. Emmanuel Ducrot, vous êtes éditorialiste politique. Bonjour. À l'opinion. Et puis avec nous, non, Mathieu. Politique, je suis économique. Économique. Oh, mais aujourd'hui c'est pareil. Aujourd'hui tout est politique. Merci à Christophe aujourd'hui. Et Mathieu Vallée, vous êtes député député européen, Rassemblement national. Voilà. Alors, on va regarder ça. Il promettait la rupture. Sébastien Lecornu a dévoilé hier soir, Christophe, son gouvernement, une large vague de reconduction, parce qu'ils sont 12 sur 18 à être reconduits. C'était des ministres de François Bayrou. Bercy est divisé en deux avec Roland Lescure, et surtout le retour de Bruno Le Maire qui avait juré qu'on n'y reprendrait plus. Il avait dit à l'usine Nouvelle: c'est totalement exclu de revenir. J'ai fait le choix en 2024, après notre défaite aux élections législatives, de me mettre en retrait de la vie politique, et je n'ai pas changé d'avis. Il y a moins de 15 jours. Souvent, homme politique varie, bien folle et qui s'y fie. Alors, le baril de poudre, Christophe, il est là. Les Républicains dénoncent une composition qui ne reflète pas la rupture. Ça, c'est un tweet d'hier soir de Bruno Retailleau. 21h22. 21h22, vous êtes très précis, oui. On va le voir, je pense, ce tweet de Bruno Retailleau. Autant dire que c'est plus une hypothèse, l'histoire d'une implosion du gouvernement. Christophe, c'est une question d'allumette. C'est nouveau quand même, ça vient de sortir, les ministres qui font la censure alors qui censurent le gouvernement auquel ils appartiennent. Oui, c'est ça, c'est une censure de l'intérieur, si j'ose dire, sans jeu de mots, sur le ministère qu'occupe Bruno Retailleau. De manière d'ailleurs un peu gonflée, parce qu'à 17h on est pour rentrer, à 21h on n'y est plus. Oui. Ensuite, parce que le gouvernement n'est pas un gouvernement de rupture. Et justement, dans ce gouvernement, ils ont reconduit les 4 LR. Qu'il y avait dans le gouvernement précédent. Donc la rupture, ça commence par soi-même. Il fallait dire, prenez d'autres LR. Bon, et puis se focaliser sur Bruno Le Maire, certes, il y a quelque chose d'un peu ridicule à voir l'homme qui est parti sur un bilan de dette, malgré ses alertes très négatifs, revenir au gouvernement. L'homme qui disait il y a encore 15 jours, plus jamais changer d'avis. Mais on aurait peut-être pu regarder où il était mis par Lecornu, à la défense, pour pouvoir, avec les Allemands, parce qu'ils s'entendent très bien, parler d'industrie de la défense, un sujet dont il s'est occupé. Non, les LR sont sourds à ces arguments sur le présent. Ils ne regardent que le passé. Bruno Le Maire, c'est le traître en chef, celui qui était candidat à la primaire pour être le candidat UMP. Le renouveau, c'était Bruno, vous vous souvenez? Oui, le renouveau, c'est Bruno, bien sûr. Il voulait être le candidat à la présidentielle de l'UMP en 2017. Et quelques mois plus tard, il travaillait avec Macron. Les LR ne lui ont jamais pardonné. Maintenant, la mécanique fatale est enclenchée. Probablement que vers la mi-journée, les LR diront: nous n'entrons pas dans ce gouvernement. Donc il va falloir nommer 4 autres ministres à l'agriculture, à l'intérieur, aux affaires sociales, au transport, rien que ça, avant 16h, pour pouvoir tenir le premier conseil des ministres qui a été promis. Et demain, la déclaration de politique générale du Premier ministre sera assise sur un socle commun qui n'est plus vraiment un socle et qui n'est surtout plus du tout commun. C'est la peau de chagrin, cette majorité introuvable que depuis 2024, on essaye de bricoler. Bon, ça devient quasiment mission impossible pour Sébastien Lecornu. Dans la foulée de sa déclaration de politique générale, et partons du principe qu'il va faire une déclaration de politique générale géniale, comment voulez-vous que le RN, qui est allé si loin dans les critiques, dise « Ah ben finalement, on lui donne un sursis ». Comment voulez-vous que les filles n'aillent pas à la censure? Comment voulez-vous que les socialistes, qui disent dans le journal hier « Nous allons tout droit à la censure », disent
Ah bah non, finalement, il nous a convaincus, on lui laisse sa chance. C'est mission impossible. Alors attendez, Mathieu Vallet, votre réponse nous intéresse évidemment. Préparez-la, mais là on rejoint juste Mathieu Desmoulins. Vous êtes à Matignon, Mathieu. Où est passé le Premier ministre? Il est là, à Matignon? Il est parti de très bonne heure ce matin pour un rendez-vous à l'extérieur et on essaye encore, pour tout vous dire, ma chère Anaïs, entre confrères et avec nos sources, d'essayer de savoir à quel rendez-vous le Premier ministre parlait ce matin. Au vu de la situation politique est compliquée pour son gouvernement, difficile d'imaginer que ça n'a pas de rapport. Le Premier ministre, en tout cas, qui a en ce moment deux fers au feu. Un premier à l'extérieur. D'abord, ce sont les oppositions qui s'insurgent contre la copie gouvernementale présentée hier. Un nouveau gouvernement qui, aux yeux du RN mais aussi de la gauche, n'est pas assez nouveau et qui promet une censure vraisemblablement jeudi à l'Assemblée nationale. Et puis il y a avant cela une première haie à franchir pour le gouvernement. Ce sont ces menaces d'implosion, de dissension interne et cette réunion de la droite à 11h30 qui va être cruciale pour trancher si oui ou non les Républicains restent au gouvernement moins de 24 heures après sa nomination. Vous savez, d'ordinaire, Anaïs, le premier conseil des ministres après une nomination, le président de la République en profite pour passer des messages, pour arrondir les angles, essayer d'effacer les inimitiés d'autrefois entre plusieurs personnes qui vont être amenées à travailler ensemble. Là, il n'est même pas certain que cet après-midi, il y ait encore des ministres autour de la table pour écouter ce message. Merci beaucoup, Mathieu Desmoulins, en direct à Matignon. Mathieu Vallet, vous êtes donc député RN, député européen RN. Que vous inspire ce spectacle ? Écoutez, nous, d'un bloc central avec ses alliés LR qui n'a plus, comme disait Christophe, ni de bloc ni central. Enfin, oui, j'ai écouté attentivement l'édito en tout cas l'intervention de Christophe Barbier, qui est un observateur fin de la vie politique depuis des années. Écoutez, moi, on nous avait vendu que Bruno Retailleau, c'était l'ordre, c'était la sérénité, c'était le calme face au chaos des gauchistes et des extrêmes gauches. Et finalement, il provoque le chaos de l'intérieur dans ce gouvernement, dans un contexte où il y a un triple zéro. 0 résultat en immigration, 0 résultat en sécurité, 0 résultat à Beauvau. Et donc, moi, je veux dire que le sujet, on pourrait en rire, hein, si c'était pas sérieux. Beauvau, c'est un ministère régalien. Moi, je suis commissaire de police en disponibilité. Et face à un ensauvagement auquel sont confrontés les forces de l'ordre, manque de véhicules de police et de gendarmerie, 2 milliards d'euros pour l'immobilier dans la gendarmerie, manque pour le logiciel de vous allez direct sur le programme du RN, là. Mais non, j'ai pas direct sur le programme du RN, si. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est pas faire de la popole, c'est de dire que tout ça, c'est des conséquences graves. 300 millions d'euros pour Uniforce. Vous savez qu'aujourd'hui, les policiers et gendarmes ne peuvent plus commander leur tenue, qui n'arrivent plus dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. Et en attendant, M. Retailleau, qui nous expliquait que c'était moi ou le chaos de l'extrême gauche à Beauvau, on se rend compte que c'est le chaos de l'intérieur et qu'en plus, à Beauvau, le ministère n'est pas tenu. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, on est dans une situation grave et que nous, hier, on a adressé un premier carton jaune. Et je pense qu'au rythme où on va, demain, après carton rouge mercredi. Après un deuxième carton jaune en foot, c'est un carton rouge. Je suis pas fin limier du football, mais je pense que la règle, tout le monde la connaît. Donc on a nos militants, nos adhérents, nos sympathisants et de nombreuses personnes, moi, qui m'écrivent, entre autres, mais mes collègues députés, c'est pareil, pour dire censurer ce gouvernement, parce qu'entre le sketch de l'équipe gouvernementale et le sketch des mesures qui vont, à mon avis, ressembler à la même équipe qu'ils ont nommée, la même équipe pour les mêmes programmes et les mêmes politiques, évidemment que je pense qu'on s'oriente droit vers un carton rouge. Mais Marine Le Pen et Jordan Bardella décideront aujourd'hui, en lien avec nous, à savoir quelle sera notre décision finale. Mais notre main n'a jamais tremblé. On l'a fait pour Barnier et Bayrou, non pas pour brutaliser et mettre le chaos dans mes pays, mais parce que on peut pas accepter ni les dingueries budgétaires, ni les dingueries politiques. Vous maintenez votre calendrier, vous écoutez demain Le Cornu parler à l'Assemblée et vous décidez dans la foulée. Alors, il y a une petite réunion là, il y a une petite réunion. Il y a des réunions. On n'est pas savoir, mais il y a une réunion à 11h. Ça peut changer. Il y a une réunion ce matin. Et je pense que la décision, vous la connaîtrez rapidement, parce que nous, on n'est pas là pour faire durer le suspense. Et quand on prend une décision, on s'y tient. On ne revient pas dessus comme certains. Vous pourriez voter une motion de censure déposée par LFI ? Bon, on l'a fait par le passé. Pour nous, on vote pas une motion d'un parti, on vote une motion d'un outil institutionnel. Et on n'est pas sectaire. De la même manière qu'on peut voter des bonnes idées qui viennent de tous les bords, on peut voter aussi une motion de censure qui ne va pas de notre bord. Au Parlement européen, pardon de faire une digression, mais c'est lié. Jordan Bardella va présenter une motion de censure pour me censurer Mme von der Leyen. On verra ce que les autres groupes politiques feront. On est en ligne avec Fabien Di Filippo. Bonjour monsieur, vous êtes député LR de Moselle. Merci d'être avec nous sur LCI dans toute liberté. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place de Bruno Retailleau ? Bonjour. Bonjour. Vous savez, depuis 1 an maintenant, et pour quelqu'un comme moi qui était dans l'opposition à Emmanuel Macron depuis plus de 8 ans, c'était pas quelque chose d'évident. On a dû prendre nos responsabilités pour
pour que la situation du pays ne dégénère pas encore davantage. Mais les leçons de l'ère Bayrou, pour moi, elles étaient doubles. La première, c'est que le « en même temps » n'avait aucun avenir, qu'il était fini, qu'il fallait en sortir complètement et que cette manipulation ne pouvait pas donner le moindre résultat. Et la deuxième, c'est qu'on ne pouvait pas réparer les erreurs lourdes du macronisme avec des personnes qui les ont cautionnées, qui les ont mises en œuvre de manière béate. Donc on veut bien, à la différence d'autres partis, essayer de donner un cap au pays. Si on est là, c'est pour éviter l'extrême gauche, c'est clair, et c'est pour donner un cap au pays qui permette de le redresser sans attendre qu'Emmanuel Macron veuille bien quitter la scène. Mais ça ne peut pas se faire avec des personnalités comme Bruno Le Maire et le retour des vieilles gloires de la Macronie, ceux qui ont cautionné les mesures ineptes de François Bayrou qui allaient entraîner l'impossibilité d'adopter un budget. Nous, on demandait une chose, c'était qu'avec Sébastien Lecornu, il y ait au moins un cap clair qui permette à nos ministres de mettre en œuvre les mesures souhaitées sur la sécurité. Mais alors donc, Monsieur Di Filippo, est-ce que si Bruno Retailleau, après le conseil DLR qui a lieu tout à l'heure, le comité stratégique à 11h30, si Bruno Retailleau décide finalement de rester dans le gouvernement, vous quittez les LR, vous ? La question, elle ne se pose pas comme ça. Un peu. Aujourd'hui, s'il y a un conseil stratégique qui est convoqué, c'est parce que nous avons constaté, à la fois sur le fond par rapport au courrier d'hier et sur la forme avec les personnalités qui ont été nommées, qu'en l'état, les conditions n'étaient pas remplies pour que nous participions au gouvernement. Hier, nous avons passé 3 heures en réunion avec l'ensemble des parlementaires. Laurent Wauquiez en premier lieu, qui est le président de notre groupe parlementaire, moi et un certain nombre d'autres. On a essayé d'expliquer que à ces conditions, il allait devenir très compliqué d'incarner la rupture en restant au gouvernement. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on puisse le plus vite possible tourner la page Emmanuel Macron, redonner des perspectives au pays et sur les plans de la sécurité, de l'assistanat, sur la fiscalité, sur la revalorisation du travail, qu'on arrive sans attendre outre mesure à mettre en œuvre des mesures claires. Donc aujourd'hui, moi je n'imagine pas une seule seconde. Vous savez, je suis pas du genre à changer de parti comme de chemise parce que les choses ne se passent pas comme on le veut. Ce qui compte, c'est les convictions. Et aujourd'hui, sur les convictions et sur le fond, on est tous alignés. Maintenant, il faut tirer les conséquences de choix qui ne seraient pas les bons. Donc quitter le gouvernement, Monsieur Di Filippo. Stratégique tout à l'heure. Donc quitter le gouvernement et prendre le risque d'une nouvelle déstabilisation majeure. Soyons très clairs, les choses ne peuvent pas rester en l'état. Les choses ne peuvent pas rester en l'état. Vous ne pouvez pas repartir avec des gens qui ont échoué à ce point, mis le pays dans cette situation et espérer que nous allons la redresser. Il faut de la clarté aujourd'hui. La pire des choses, ça serait d'entretenir cette ambiguïté en disant tout est pareil, il n'y a que 3 blocs, etc. Ce n'est pas rendre service au pays. Fabien Di Filippo, faites-nous les sous-titres. Très honnêtement, on veut comprendre la séquence. Qu'est-ce qui s'y passait en fait ? Il a été roulé dans la farine, Bruno Retailleau. Il a vu très longtemps le Premier ministre Lecornu avant de rejoindre Beauvau. Puis tout à coup, le gouvernement est tombé. 24 jours ou 26 jours. Le nom de Bruno Le Maire est sorti du chapeau. Vous ne le saviez pas, il a été roulé dans la farine, il est tombé de sa chaise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Faites-nous les sous-titres. On veut comprendre la volte-face. Dans toutes les réunions qu'on a pu avoir, on s'est toujours posé la question du quoi avant du qui. Mais une chose est claire, ces noms-là n'ont jamais été évoqués. Donc à un moment donné, si Bruno Retailleau a eu la réaction qu'il a eue, Monsieur Barbier disait à 21h22, avec un tweet quand même assez clair sur le sujet, c'est qu'il n'avait pas eu l'occasion d'être consulté avant sur le sujet. C'est pour ça que je me permets de dire qu'aujourd'hui, on avait des exigences très fortes, non pas pour nous, mais pour le pays, et qu'aujourd'hui, elles ne sont pas remplies. Comment vous voulez qu'avec des personnes comme ça, on mette en œuvre une allocation sociale unique plafonnée ? Non, mais si on vous écoute, c'est mort alors. C'est mort. Si on vous écoute, c'est mort. Le ministre Lecornu a menti à Bruno Retailleau. Je ne dirais pas qu'il a menti. Je dirais peut-être que dans le contenu de la discussion, il n'a pas été exhaustif sur la totalité du casting. Emmanuel, mais est-ce que c'est une question ? C'est un vrai problème. Monsieur Di Filippo, est-ce que c'est une question de personne ou est-ce que c'est une question de quoi, comme vous le dites ? Parce que la lettre qui a été transmise au LR n'est peut-être pas extrêmement précise, mais elle semblait convenir hier aux interlocuteurs. Et c'est finalement quand le nom de Bruno Le Maire sort que LR commence à s'énerver. Alors, est-ce que c'est une question de personne ou une question de fond ? C'est toujours d'abord une question de fond. Et cette lettre, nous avons tous convenu ensemble qu'elle était floue à bien des égards et que nous aurions des exigences via nos ministres et via notre groupe parlementaire sur la participation au gouvernement. Et j'ai énuméré les sujets, les principaux sujets en tout cas, juste avant. Mais quand vous voyez le casting tel qu'il est présenté, il faut être clair. À un moment donné, la mise en œuvre, elle se fait via des ministres. On les a pratiqués. Moi-même, je les ai pratiqués pendant 8 ans.
je connais leur capacité d'action. Et aujourd'hui, je suis très lucide. Je peux vous dire, avec des personnes comme Bruno Le Maire, qui sont autosatisfaites de tout ce qui a été fait pendant 8 ans, avec quelques autres aussi dont on a vu qu'ils étaient prêts à suivre et à accréditer les erreurs lourdes de François Bayrou qui ne pensait qu'à son ego, on n'arrivera pas à enclencher cette dynamique de redressement. Et donc, si nous on fait cette analyse-là, eh bien, dans ce cas-là, nous ne pourrons pas rester au gouvernement. Dernière question, Fabien Di Filippo. Si Bruno Retailleau reste, il va passer pour un traître aux yeux des siens, vous l'avez expliqué assez clairement quand même. Partir, s'il part, il fait tout exploser. Est-ce que finalement, il n'est pas dans un deal perdant-perdant ? Aujourd'hui, vous voyez, il y a la journée d'aujourd'hui et on va se poser énormément de questions. Et il y a la question de l'avenir du pays à long terme. Et ce qui doit guider nos choix, c'est avant tout ça. Donc, est-ce que dans les mois qui viennent... Ça, c'est de la langue de bois. Ça, c'est de la langue de bois. Il perd de toute façon sur tous les tableaux. C'est pas de la langue de bois, parce que vous présentez les choses d'une manière qui est aussi totalement orientée. Qui est-ce qui va trahir ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a porté une voix différente quand il était au ministère de l'Intérieur ? C'est pas à lui qu'on va mettre un certain nombre de choses. S'il reste, il se grille pas auprès de vous après tout ce que vous venez de dire ? Comme tous nos ministres et comme nous au groupe parlementaire, d'avoir les possibilités d'agir conformément à nos convictions. Et nous, si on reste, c'est pour avoir la possibilité d'agir conformément aux convictions de la droite républicaine et sur notre programme. Et si ça, ce n'est pas réuni parce que, eh bien, les ministres ne conviennent pas et parce que la feuille de route n'est pas claire, eh bien, nous en tirons les conséquences. Parce que la pire des choses, ça serait aujourd'hui que la droite soit amalgamée au macronisme, parce que ça voudrait dire demain, vous vous retrouvez juste avec le RN d'un côté, LFI de l'autre, pour tout choix démocratique. Et c'est pas ce que nous souhaitons. Merci beaucoup, Fabien Di Filippo. 4 blocs dans le paysage politique. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de LCI, de En toute liberté. Mathieu, non, mais c'est clair, il prépare la présidentielle. Voilà, enfin, avec un tel réquisitoire qui est digne d'un réquisitoire d'un tribunal contre... Vous faisiez le même, Mathieu Vallet. Vous faisiez le même tout à l'heure. Vous aussi, vous préparez la présidentielle. Moi, j'ai pas participé à un gouvernement pour Emmanuel Macron en tant que républicain. Moi, je suis national et effectivement, qu'on est le premier parti de France et que d'élection en élection, les Français nous placent en tête. Donc, moi, je dis simplement que avec un tel réquisitoire, d'abord, pourquoi M. Retailleau a rempilé de M. Barnier à M. Bayrou ? Fallait partir à ce moment-là. Et là, il était prêt à rempiler avec son ami M. Lecornu. Je rappelle qu'ils viennent du même parti politique, du même mouvement de droite, et que derrière, il lui met un couteau dans le dos. Donc, effectivement, ils ont compris que ça sentait le roussi, que le radeau de la Méduse était en train définitivement de couler et que pour sauver la peau de Bruno Retailleau pour qu'il soit candidat de leur mouvement politique en 2027, je pense qu'aujourd'hui ils ont compris que c'était pas dans leur intérêt de rester. Comme quoi, l'intérêt du pays les importe plus que leur intérêt personnel. Il a compris, Bruno Retailleau, Mathieu Vallet, qu'en réalité vous alliez censurer. Est-ce que c'est pas un moyen, là, tactiquement, de vous couper l'herbe sous le pied, de s'afficher indépendant LR, parce qu'il semble bien que vous allez censurer et qu'on va tout droit à la dissolution et qu'éventuellement ça pourrait desservir ses intérêts. Vous croyez qu'on fait tout en fonction de M. Retailleau et que lui ferait tout en fonction du Rassemblement national ? Nous, parce qu'il y a une compétition politique dans laquelle vous vous engagez. Mais la compétition politique, nous, on va la mener sur les programmes et les idées. Moi, je l'amène pas sur le terrain des personnes. M. Retailleau, je pense qu'il est fatigué. Ça fait 1 an qu'il est à Beauvau. Il avait peut-être sous-estimé le rythme infernal de Beauvau. Moi, à Beauvau, j'y suis rentré par la petite porte, mais peut-être la plus belle des grandes portes, comme gardien de la paix, comme policier. Donc effectivement, qu'au quotidien, il y a les violences urbaines, l'ensauvagement, les morts, les narcotrafiquants, les racailles, tout ce qu'il faut aujourd'hui que les Français ne se sentent plus en sécurité. Vous êtes en train de dire que son étoile pâlit et qu'il est temps pour lui de quitter Beauvau. Ben non, je suis en train de dire qu'il n'a pas de résultat et qu'il se rend compte qu'à Beauvau, il n'est pas aussi efficace qu'il nous l'a annoncé depuis le début. Mais cette rupture des LR avec la Macronie, est-ce que c'est le premier pas vers une union des droites ? Est-ce que vous souhaitez que les LR viennent vers vous ? Surtout s'il y a une dissolution, il faut bien bâtir une majorité. C'est la béquille d'Emmanuel Macron, ils nous ont permis de tenir pendant plus d'un an, on a perdu plus d'un an. Ils y ont cru, n'y croient plus. Responsabilité. Parce que vous leur tendez la main. Ils n'ont pas de colonne vertébrale alors. Dès le début, ils savaient très bien qu'ils avaient les pieds et les poings liés en allant dans un gouvernement où ils ne partageaient pas du tout la même philosophie qu'Emmanuel Macron. Il y avait Michel Barnier qui le présidait, il y avait ce gouvernement. Ils nous avaient promis un budget de droite, on avait un budget de socialiste. Et M. Bayrou, lui, en plus de faire la même chose, il était paresseux. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Nous, on est stable, on est cohérent. Et encore une fois, moi, je respecte mes adversaires pour des idées politiques qu'on partage peut-être pas, mais un peu de dignité, un peu de fierté, enfin. Là, on nous fait un spectacle qui met à terre les Français. Vous imaginez qu'ils sont pour la lutte des places. On avait la lutte des classes de l'extrême gauche, mais on a la lutte des places de la droite. Donc c'est pas un élément qui pense un peu moins à eux et qui pense à l'intérêt de la France. Et dans ce cas-là, s'ils avaient une vraie colonne vertébrale, un vrai logiciel comme nous l'avons, attendez, c'est important. Ils nous piquent toutes nos idées. Alors moi, je m'en fous, mais à défaut de avoir des idées, qu'ils arrêtent de mettre un photocopieur dans notre parti sur les peines planchées, les peines minimales, la présence longitude des forces. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait pendant 1 an?
On était prêt à les voter. Sarkozy l'avait fait un peu en 2007. Ils ne l'ont pas fait. Mais oui, mais monsieur Barbier, moi je m'en fous de la popole. Ce qui m'inquiète, c'est que moi sur le terrain, je suis député. Les Français me disent au quotidien qu'ils finissent pas les fins de mois le 30 mais le 10, que les filles ne peuvent plus se promener le soir en ayant des jupes courtes ou en prenant les transports en commun sans avoir peur, que les narco-racailles font régner la loi du sang et la loi de la terreur dans nos quartiers comme à Nice ce week-end. Donc il y a des vrais sujets sur lesquels c'est pas le ni moment M. Retailleau ni M. Macron n'ont répondu. Est-ce que c'est pas le moment auront un pour bilan vous à répondre. Est-ce que c'est pas le moment pour vous pour avoir une majorité? Parce que vous ne ferez rien de tout ça si vous n'avez pas de majorité. Oui. De dire au LR, faites comme Ciotti a fait il y a un an, rejoignez-nous. Mais bien sûr, mais on appelle tous les électeurs des LR à nous rejoindre comme on l'a fait aux élections législatives de 2024. Mais même mieux, M. Retailleau, M. Wauquiez, ils auraient pu faire le choix courageux de M. Ciotti de penser d'abord à la France avant de penser à leur intérêt personnel. Ils ne l'ont pas fait il y a plus d'un an. Mathieu Vallet, législative anticipée dans le Tarn-et-Garonne ce week-end. L'alliance sortante UDR-RN, c'est-à-dire les RN et les ciotistes, l'emporte à presque 30% des voix. Bon, un scrutin, un taux de participation de 34% des voix. Mais donc ça, c'est l'avenir. C'est Brigitte Barège qui avait été. Oui. Alors dans cette législative partielle, d'ailleurs, vous avez vu que c'est une vraie honte. Clément Beaune, il est haut commissaire au plan et il appelle à faire barrage à un autre candidat qui est le candidat de Marine Le Pen, Jean Marais, Éric Ciotti. Non mais il est Pierre-Henri Carbonel. Tout à fait. Il est aux manettes de l'État. Il fait partie du système institutionnel et il entame gravement son devoir de traîne. Il doit partir s'il veut faire de la politique. Monsieur Beaune, qui part. Il avait été viré comme un malpropre du gouvernement par Monsieur Macron. Il est revenu par la petite porte en ayant un haut commissariat qui a servi à rien. On a vu le résultat de M. Bayrou, et on a vu encore comment ça s'est terminé avec M. Bayrou à la fin, où il est reparti à Pau, dans son bureau de 40 000 €. Mais je veux dire, Clément Beaune, en tant que haut commissaire, il peut pas digresser et ne pas respecter ce devoir de neutralité qui sied lorsqu'on occupe un siège comme ça au nom de l'État. Enfin, c'est grave quand même la Macronie. Ils sont prêts à tous les compromis et à toutes les offenses parce qu'ils sentent qu'ils vont perdre finalement tout le pouvoir qu'ils n'ont plus. Le pouvoir, il y en a plus à l'Élysée, il y en a plus à Matignon, et je pense qu'à l'Assemblée, Monsieur Le Cornu a dit qu'il ne serait plus de 49-3, parce qu'il n'y a pas de majorité depuis plus d'un an. Donc alors attendez, parce que justement, quand on dit Assemblée, hop, surgit Wally Bordas, vous faites une transition géniale, que vous avez écrit Palais Bourbier, qui est vraiment le nom qui sied parfaitement à l'Assemblée nationale. Vous racontez dans ce livre ce qui s'est passé après la dissolution, c'est haletant, c'est un excellent livre, mais j'ai envie de dire qu'on peut faire un copier-coller limite et ça s'applique maintenant à ce qu'on vit en ce moment. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire? Est-ce qu'en renonçant, en redonnant le pouvoir au Parlement, notamment en renonçant au 49-3, Sébastien Lecornu ne se met-il pas dans les mains des chefs de parti, comme on peut le voir avec Bruno Retailleau depuis hier soir 21h22, comme disait Christophe? La vérité, c'est que j'ai l'impression... Alors vous, attendez, Wally Bordas, quand même, je dis que vous êtes journaliste politique très bien informé au Figaro. La vérité, c'est que j'ai l'impression que depuis 1 an et demi maintenant, on se pose les mêmes questions, avec les mêmes réponses. Et c'est dingue. Et qu'au final, on est dans une équation complètement insoluble, tout simplement parce qu'on est dans un pays avec une Assemblée nationale qui est coupée en 3, et que peu importe le Premier ministre qui sera nommé, on l'a vu avec Michel Barnier, on l'a vu avec François Bayrou, et on le voit aujourd'hui avec Sébastien Lecornu, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution à l'Assemblée nationale, parce qu'on a 3 blocs qui ne sont pas d'accord, tout simplement. Alors on peut avoir des budgets votés à l'emporte-pièce, comme on l'a eu en février dernier sous François Bayrou, avec un PS et un RN qui s'abstiennent parce qu'ils n'ont pas envie de totalement couler la France, mais on ne peut pas avoir de solution durable, et on ne peut pas surtout avoir de solution durable d'ici à 2027. Donc on est dans une crise politique où j'ai l'impression qu'on est en train de on est en train d'en voir l'acmé. De voir les... Non, attendez, ils n'ont pas encore tout donné, je pense. Alors, la pièce n'est pas encore totalement écrite. La pièce n'est pas encore... Christophe? Wally Bordas, mais alors comment est-ce que vous lisez en fait ce que le Premier ministre Lecornu a présenté comme étant une rupture, c'est-à-dire je me passe du 49-3, qui est un instrument politique qu'il n'aurait pas pu utiliser dans l'Assemblée que vous décrivez, l'Assemblée fragmentée, quoi qu'il en soit. Moi, déjà, la rupture, on la voit quand même pas beaucoup aujourd'hui avec la nomination de ce gouvernement, où effectivement il y a un nombre assez impressionnant de personnalités politiques qui ont été renommées alors qu'elles ont déjà été censurées 2 fois quand même en 1 an, ce qui est c'est quand même assez hallucinant. On a le retour de Bruno Le Maire. Je sais pas si c'est ça la rupture, mais c'est peut-être la rupture définitive avec les oppositions. C'est la provocation ultime. Bruno Le Maire, qui est quand même personnalité haïe honni par le RN, par la gauche. Comment c'est l'homme de la dette, ce qui n'est pas très juste, mais enfin, c'est quand même l'homme de la dette. Comment Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu pensaient-ils que cela pouvait marcher? Moi, j'en suis à me demander
si ça n'est pas une sorte d'ultime provocation pour provoquer le clash final. Vous pensez c'était une thèse qui visiblement avait cours au Parti socialiste, c'est-à-dire que tout était fait du côté d'Emmanuel Macron et de Monsieur Lecornu pour provoquer une dissolution. Vous y croyez? Vous achetez ça? Je sais pas si j'achète, mais j'ai l'impression que on y va quand même tout droit. On ne sait même pas si un gouvernement, on ne sait même pas si ce gouvernement va tenir la semaine, ou plutôt on le sait, on a l'impression. On va tenir mercredi même. On a l'impression que quoi qu'il arrive, la censure va être votée vu les prises de parole des uns et des autres. Ce matin, j'entendais Jean-Philippe Tanguy sur une chaîne concurrente, j'entendais Olivier Faure, le patron du Parti socialiste. Tout semble indiquer que la censure arrive rapidement et a priori, même Sébastien Lecornu en privé le dit, si censure il y a, dissolution il y aura. Ah oui. On écoute Olivier Faure d'ailleurs, juste une seconde Emmanuel, et je vous redonne la parole juste après. Olivier Faure, le patron du PS. Au moment où nous nous parlons, je ne vois pas ce qui nous conduirait à ne pas voter la censure. Mais je sais aussi que dans les discussions, tout peut progresser, y compris dans les dernières heures. Et moi, ce que je souhaite, ce n'est pas, encore une fois, changer le casting. Ce que je veux, c'est une politique qui change de cap. Et pour l'instant, je n'ai pas vu ce cap changer. Mais la censure de quoi? Parce que si à 11h30 on se retrouve, ou à midi, avec un demi-gouvernement parce que les LR sont, ou un tiers de gouvernement parce que les LR sont sortis, en fait de facto il n'y a plus de gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des bouches-trous dans l'urgence. Lesquels? Le Premier ministre est un peu obligé de remplacer les 4 qui donneraient leur démission, les 4 LR, par d'autres prétendants. C'est-à-dire Retailleau, Vautrin, Tabarot au transport et Annie Genevard à l'agriculture. Ah oui. C'est quand même 4. Et Rachida Dati. Alors Rachida Dati n'est pas considérée dans le quota LR puisqu'elle avait rejoint avant la dissolution. Évidemment, c'est 4 portefeuilles importants. S'ils ne sont pas capables de les remplacer et de présenter un conseil des ministres là correctement à 16h, il n'y a pas de déclaration de politique générale demain. Donc on part dans une espèce de politique du chien crevé au fil de l'eau. Le plus probable. Chien crevé au fil de l'eau. Il y a déjà des passations de pouvoir prévues. Non, je ne connais pas. Le plus probable, c'est quand même qu'on remplace les partants, qu'on bricole un gouvernement de rattrapage, qu'il y ait demain la déclaration de politique générale, mais qu'avant même ces déclarations de politique générale, ceux qui disaient attendre ce texte pour décider censure ou pas censure prennent les devants. C'est-à-dire LFI bien sûr déjà, RN et les socialistes. Si les socialistes attendent demain le discours de Lecornu, il faut que Lecornu dise « j'ai compris, j'ai eu une illumination, j'ai vu apparaître en même temps Karl Marx et François Mitterrand, et je vous donne la taxe Zuckman, la fin de la réforme d'État. » Et à ce moment-là, les socialistes peuvent dire « ah, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas ?» Voilà. Mais ce renversement-là relève de la science-fiction, d'ailleurs, ça vous fait rire. Ou alors, Mathieu Vallet, raisonnons à l'inverse. Tout à coup, Monsieur Lecornu a l'illumination, comme le dit Christophe, et baisse de la contribution française au budget de l'Union européenne, des mesures un peu choc sur l'immigration. Mais là, il y a la moitié de ce gouvernement qui démissionne. Une réduction des dépenses publiques, comme vous l'avez demandé. Vous entrez dans ce gouvernement? Je pense qu'à la fin, il pourrait dire voter Marine Le Pen quand. Non, mais est-ce que vous entreriez dans un tel gouvernement? Non, on ne va pas rentrer dans un gouvernement dirigé par Monsieur Macron sans qu'on ait une majorité absolue à l'Assemblée. Mais vous savez, on est cohérent. Gouvernement d'union nationale, vous parlez au nom des intérêts des Français, vous parlez du pays. Faure, non mais vous parlez de M. Faure, mais aussi l'enchaîner une belle tranche. Ils nous ont arnaqué politiquement avec leur conclave des retraites avec M. Bayrou pendant presque un an. Ils ont rien obtenu, ça fait pchit. Et là, ils sont partis sur une taxe Zuckman dont on nous vend finalement les bienfaits pour notre pays, alors que au bout d'un an, ça fera fuir tous nos capitaux et toutes les personnes qui, en fait, dans le pays, font vivre à la sueur de leur front et aux entreprises notre nation. Mais c'est ça la réalité. Eux, ils veulent plus de pauvres. Voilà. Nous, on veut qu'il y ait moins de pauvres. C'est la réalité. Et la musique, elle a tourné sur le plateau pendant 3 semaines, mais je suis désolé, mais donc ils ne présentent rien, personne ne veut y aller. Tout le monde se bouche le nez, personne ne veut y aller. Mais non, nous on veut la dissolution, mais comme M. Macron a peur du peuple, il veut pas de dissolution, vous avez le Cornu résurrection. L'Union nationale, dans l'intérêt des Français. L'Union nationale dans l'intérêt des Français, c'est celle qu'on a fait lors des élections législatives de 2004. Non mais vous avez les mémoires courtes, mais moi je l'ai pas. Alors vous avez pas de la chance. C'était la même personne que vous aviez sur ce plateau lorsqu'il y a eu l'intérêt des Français. À un moment donné. Il y a un an et demi, il y a une dissolution à cause de qui? À cause de nous, parce qu'on a fait un excellent résultat aux élections européennes, parce que les Français, on aura le bol de Macron. Et donc, on nous a fait un barrage de castors républicains à 2 balles, aujourd'hui, qui nous met dans le mur. Je pense que les enseignements n'ont pas été tirés. Mais ceci dit, à un moment donné. Quel enseignement qui n'a pas été tiré? Les enseignements, en fait, de la victoire au premier tour, de l'élection législative, de la victoire du RN aux européennes. Oui, non, mais en effet, je vous l'accorde. Mais à un moment donné, puisque le pays est en péril, pourquoi ne pas imaginer du côté du RN l'union nationale? Non, mais pourquoi ne pas imaginer une dissolution qui nous permet de clarifier la situation politique du pays avec cette union qu'on appelle de nos voeux? Je réponds à votre question.
que Macron dissout l'Assemblée et que les jeux politiques permettent à chacun de se positionner comme ça. Si dissolution il y a, et elle est peut-être inéluctable, comme le disait Édouard Philippe il y a quelques semaines, oui, et même depuis plus longtemps, il faudra regarder pourquoi vous avez échoué en 2024. Il y a eu le Front républicain, c'est évident, c'est arithmétique, et là il ne marchera pas. Mais vous avez aussi échoué en juillet 2024 parce que sur un certain nombre de vos candidats, eh bien des profils sont apparus comme n'étant pas sérieux et pour certains scandaleux, et sur de bonnes parties de votre programme, eh ben la manière de le rendre crédible, de montrer que c'était possible de le faire et à moindre coût, vous n'avez pas été assez convaincant. Et donc, on peut toujours vous êtes prêt? On peut toujours, mais bien sûr qu'on est prêt. On peut toujours me faire, M. Barbier. Mais pardon, mais vous nous parlez de nos candidats. Mais regardez ceux qui sont élus aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que on a ils n'ont pas porté de casquette nazie, ceux qui sont élus, c'était quand même un problème. Non, mais d'accord, mais vous mettez un arbre pour cacher la forêt. La forêt, c'est des candidats de comment? Est-ce que vous l'avez réglé ce problème? Mais bien sûr, depuis un an, non seulement nous avons sélectionné, nous avons auditionné et nous avons préparé nos candidats pour ces élections. Non, mais moi, M. Barbier, ça me touche au cœur ce que vous me dites. Moi, la République, je l'ai défendue pendant 21 ans et je suis confronté sur des plateaux à des gens qui avant n'ont pas foutu grand-chose de leur vie. Donc moi, pardon, j'ai pas de leçon à recevoir ni sur la lutte contre le racisme, ni sur la lutte contre l'antisémitisme. Moi, les voyous qui sont racistes, qui aiment pas les gens pour leur couleur de peau, qui aiment pas les gens parce qu'ils portent une kippa, je les ai battus toute ma vie et je les ai combattus toute ma vie avec l'uniforme de la République, monsieur. Mais on les convainc par des profils comme moi. Monsieur Arnaud, pourquoi vous lui demandez pas des comptes à l'Assemblée? Ça s'est normalisé avec sa fiche S pour son appartenance à l'ultra-gauche violente. Non mais d'accord, monsieur Katanas qui a été condamné pour violence conjugale, monsieur Mélenchon qui a été condamné pour... Non mais vous avez en face de vous, donc à l'Assemblée, l'extrême gauche, le premier parti des repris justice de France. Je parle pas de monsieur Kerbrat qui s'est fait prendre la main dans le sac sur une transaction de stupéfiants. Et pourquoi ces gens-là on leur dit pas, c'est pas des candidats, c'est des députés, monsieur Barbier. Donc à ces gens-là qu'on aille les chercher pour leur demander des comptes et qu'on leur dise si c'est pas une honte de porter des chartes tricolores quand on est un voyou et quand on est condamné définitivement, j'entends, pour des faits graves, pour des violences, pour du stup, pour tout ce qui mine le pays et qui fait l'ensauvagement que nous dénonçons. Et sur lesquels moi je n'ai aucun problème. Bah oui, mais vous venez me titiller sur ça. Moi c'est mon ADN, monsieur Barbier. La sécurité, la probité et la défense de la République, je l'ai porté pendant 21 ans et je vais pas m'en excuser parce que j'estime que ma légitimité sur ces sujets-là n'est plus à démontrer. Merci beaucoup. Parce que je l'ai pratiqué au quotidien sur le terrain. Convaincre les électeurs. J'essaie de le faire par votre intermédiaire et je vous remercie de me redonner l'occasion de le faire et chez votre antenne et avec vous, monsieur Barbier, ici ou ailleurs d'ailleurs. Merci beaucoup, Mathieu Vallet. Vous devez nous quitter, je crois. Oui. Figurez-vous qu'on a... J'étais sincère. Vous avez eu des réponses claires. Je suis pas le républicain, moi. Vous voyez, c'est pas à quoi à droite, à quoi à gauche, comme vous dites chez moi dans le Nord, bic et bouc. On va droit au but. Droit au but. Figurez-vous qu'on a retrouvé le Premier ministre. Il est à l'Élysée. On y revient dans un instant sur LCI. À tout de suite. De retour sur le plateau, dans toute liberté, on commente cette crise sans précédent avec Christophe Barbier, avec Emmanuel Ducrot et Guillaume Houda et avec Wally Bordas qui consacre un livre vraiment extrêmement savoureux qui s'appelle Palais Bourbier. On va en parler de ce Palais Bourbier, de cette assemblée qui pétarade dans tous les sens. Mais d'abord, on retrouve Nicolas Laurent à l'Élysée. Nicolas, on a retrouvé le Premier ministre. Il n'était pas au cinéma ni à la messe pour mettre des cierges. Il était avec le président de la République. Effectivement, Anaïs, entretien d'un petit peu plus d'une heure entre Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron. Il faut éteindre l'incendie, tout simplement, pour le couple exécutif qui a conscience, et Emmanuel Macron en premier lieu, des conséquences terribles qu'aurait un départ de la droite sur un gouvernement déjà très fragilisé. Emmanuel Macron qui se retrouve malgré lui en plein milieu de cette crise, puisque c'est lui, je vous le rappelle, et son secrétaire général qui ont eu cette idée de ramener Bruno Le Maire au sein du gouvernement. Idée qui, vous le savez depuis, a très fortement déplu et crispé la droite républicaine. Le chef de l'État, je peux vous le dire, à l'heure où on se parle, n'a pas pris son téléphone directement pour appeler lui-même Bruno Retailleau et essayer de le convaincre, mais il pourrait peut-être changer d'avis dans les prochaines minutes parce que plus les heures passent et plus on comprend que la droite, de ce que nous disent les cadres en tout cas du parti en coulisses, sont tentés par un départ de ce gouvernement. Il y a une réunion, vous le savez, à 11h30, un comité stratégique du parti qui aura lieu au siège des Républicains et je peux vous dire que cette réunion va être particulièrement scrutée ici au Palais de l'Élysée. Oui, il y a tout un tas de réunions. Merci beaucoup, Nicolas. On vous retrouve tout à l'heure s'il y a du nouveau. Réunion du Bureau national du RN à 11h. 11h30, comité stratégique LR. 11h30 aussi, passation de pouvoir, Lecornu-Le Maire. Et là, Bardella qui va s'exprimer sur LCI. Écoutez, nous sommes absolument concernés par la composition de ce gouvernement, qui est très certainement le gouvernement le plus macroniste des 8 dernières années, qui est sans doute encore plus macroniste dans sa composition que le premier gouvernement d'Emmanuel Macron qui avait été dirigé par Édouard Philippe en 2017.
On est là dans une forme de continuité dans la débâcle. Et nous avons été extrêmement clairs. À partir du moment où il n'y a pas de rupture, à la fois dans les orientations, mais dans le choix des personnes qui vont incarner ces politiques, eh bien évidemment que le Rassemblement national, en tout cas nous allons nous réunir dans quelques minutes avec Marine Le Pen, mais on est bien beaucoup plus proche aujourd'hui de la censure que d'un accompagnement, d'une quelconque forme de changement de la part d'un gouvernement, qui est encore une fois une provocation dans sa composition, parce qu'aller rechercher Monsieur Le Maire, qui est l'homme qui a menti sur la situation de nos finances publiques et qui a, je le rappelle, été l'homme des 1 000 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 7 ans lorsqu'il était ministre de l'économie depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est une provocation et une marque de mépris à l'égard des Français dans le contexte que nous connaissons. Vous aviez prévu d'attendre initialement la déclaration de politique générale pour vous positionner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est remis en cause. Vous pouvez annoncer dès aujourd'hui que vous allez appuyer sur le bouton et renverser ce gouvernement, s'il y a toujours un gouvernement demain. La décision sera prise dans quelques minutes. Je vais discuter avec Marine Le Pen et les membres du Rassemblement national, les cadres du Rassemblement national dans quelques minutes. Mais il est évident que la composition d'un gouvernement encore plus macroniste qu'Emmanuel Macron, dans la période de défiance que nous connaissons, d'abord traduit sans doute le fait que c'est Emmanuel Macron lui-même qui en sous-main a composé le gouvernement, et ça démontre surtout qu'ils n'ont strictement rien compris à la situation d'instabilité dans laquelle nous sommes et à la détresse des millions de Français. Est-ce que vous comprenez Jordan Bardella, quelle est votre réaction? Il vient de donner sa démission au président de la République. Mais sans doute le Premier ministre éphémère n'avait-il pas de marge de manœuvre. Et très certainement, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a composé ce gouvernement. Donc je ne veux pas accabler Monsieur Le Cornu pour accabler Monsieur Le Cornu. Mais c'est très certainement Monsieur Macron qui avait composé ce gouvernement. Et on voit bien là que Monsieur Macron se replie sur ses derniers fidèles, qu'il n'a strictement rien compris à la situation dans laquelle nous sommes. Et je viens redire devant vous ce matin, à la lumière des informations que vous m'apportez, qu'il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous comprenez l'attitude de Bruno Retailleau qui semble hésiter à rentrer au gouvernement? Non, il n'hésite pas. Monsieur Retailleau est quelqu'un qui partage les orientations d'Emmanuel Macron. Monsieur Retailleau s'est précipité pour rentrer dans un gouvernement qui est un gouvernement macroniste, et aujourd'hui, face aux réticences de la base des Républicains, semble effectivement faire machine arrière. Mais je pense qu'il y a beaucoup de militants, de sympathisants, d'électeurs républicains qui sont des patriotes sincères, qui ne se reconnaissent plus dans la manière dont la droite se dilue dans le macronisme. Et moi, je les appelle évidemment à venir travailler à nos côtés, parce que très certainement, il y aura un retour aux urnes dans les prochaines semaines, à défaut d'être dans les prochains mois. Et le Rassemblement national se tiendra évidemment prêt à assumer ses responsabilités et à gouverner si les Français nous accordent. Travailler avec qui? La parole, c'est la démission de Sébastien Lecornu. Non, mais j'appelle un retour aux urnes, parce que dans une démocratie digne de ce nom, lorsque les Français expriment un rejet aussi fort qu'il l'exprime depuis les élections européennes et les élections législatives, alors toute autre hypothèse et toute autre solution qu'un retour aux urnes est une manière de gagner du temps. Mais je pense que nous n'aurons aucune autre possibilité que de revenir devant les Français, parce que, encore une fois, plus on attend, plus on joue avec la stabilité du pays et les angoisses de nos compatriotes, et je regrette qu'Emmanuel Macron ne l'entende pas. Donc vous attendez une dissolution prochaine? En tout cas, alors voilà, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa démission. On retrouve immédiatement Mathieu Desmoulins. Vous êtes à Matignon, Mathieu, une démission alors? Je ne sais pas si on doit... Oui, c'est un communiqué de l'Élysée qui vient de tomber il y a quelques minutes. Communiqué surprise et laconique, 2 lignes à peine pour dire que Sébastien Lecornu a remis sa démission au président de la République ce matin et que le chef de l'État l'a accepté. Décision qui fait suite à un entretien de près d'1 heure ce matin entre les deux têtes de l'exécutif, le président de la République et le Premier ministre. Et une décision surtout que le Premier ministre avait tenue secrète. Plusieurs de ses proches avec lesquels j'échangeais encore il y a quelques minutes n'étaient pas au courant, n'avaient pas été informés de la décision de leur chef, qui pourtant, d'ici à un peu moins de 2 heures, devait faire sa passation avec Bruno Le Maire au ministère des Armées, mais donc qui chamboule tout le jeu politique pendant les prochaines heures et les prochains jours.
Merci beaucoup Mathieu Desmoulins. Christophe, vous disiez en écoutant Mathieu, quand ça part en vrille, ça part en vrille. Oui, exactement. Et donc, ce qui s'est enclenché hier avec ce chaud-froid des Républicains, on y est puis on n'y est pas, l'incapacité visiblement du Premier ministre maintenant à réunir une équipe cohérente et surtout la censure inévitable. On le voyait dans les commentaires de Jordan Bardella juste avant, on l'entendait à travers les mots d'Olivier Faure à la radio aussi, on le voyait en filigrane de ce qui se disait chez les LR. Ce gouvernement, de toute façon, s'il avait pu être nommé aujourd'hui, il allait à la censure jeudi ou vendredi. Donc le Premier ministre a anticipé cela en présentant sa démission. Est-ce que le président de la République lui donne une deuxième chance ? Recommencer à essayer de rebâtir ce qu'il n'a pas réussi à faire en 3 semaines. C'est peu probable. La carte Le Cornu semble avoir été grillée. Ça ressemble exactement à ce que l'on connaît en Italie ou en Belgique. En Belgique, c'est le roi, en Italie, c'est le président de la République. On demande à quelqu'un d'essayer de bâtir un gouvernement, donc d'avoir une majorité dans la Chambre et puis d'avoir une équipe. Et puis au bout d'une semaine, 10 jours, la personne revient et dit « j'ai échoué ». Et on passe au suivant. C'est comme ça qu'on épuise les hypothèses, qu'on épuise les cartes successives dans des démocraties à proportionnelles comme le sont la Belgique ou l'Italie. C'est totalement inédit dans notre histoire de Ve République. On a un gouvernement qui est un gouvernement mort-né. Il est annoncé hier en fin de journée et il n'a même pas le temps de prendre possession qu'il est déjà tombé. Donc c'est un chaos. Ça ressemble à une crise de régime maintenant. C'est plus seulement une crise politique puisque le Premier ministre n'a pas été en état de présenter une équipe et d'aller défendre sa politique et son équipe avec une déclaration de politique générale. Donc là, la Constitution offre plusieurs cartes au président de la République. Nommer un autre Premier ministre pour repartir à zéro, sauf qu'on est maintenant dans un calendrier pour le budget qui est quasiment intenable, ou bien dissoudre l'Assemblée nationale, ça règle pas le problème du budget, mais ça permet de rendre la parole aux Français. Peut-être que les Français apprécieront non seulement de récupérer la main par rapport à un exécutif qui n'arrive plus à tenir la route, mais surtout de dire aussi aux parlementaires ce qu'ils ont pensé de leur jeu un peu cacophonique et chaotique depuis plusieurs semaines. Mais on a cacophonique et chaotique. Alors attendez, Laurence, ça y est, vous nous avez rejoint. Merci beaucoup, madame. Vous êtes ancienne députée LR, ancienne eurodéputée LR, et puis aussi l'excellente Valérie Nataf, qu'on ne présente plus, éditorialiste politique. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, mesdames ? Valérie Nataf, Laurence. Il y avait des signes avant-coureurs. Moi, j'ai l'impression que ces gens vivent dans un monde parallèle. On avait quand même des signes avant-coureurs qui démontraient que tout ceci allait partir en fiasco. Lorsque Sébastien Lecornu a dit qu'il abandonnait le 49.3, c'était un signal vraiment alarmant. Parce que quand on en est au stade de dire que, alors qu'on n'a même pas encore nommé ses ministres, alors qu'on a une pseudo-idée de budget, on va déjà lâcher l'affaire. Je rappelle que le budget, c'est vraiment un projet politique. Donc quand on se dit soi-même qu'on n'est pas capable de monter le budget, déjà ça sentait pas très bon. Hier après-midi, alors que la réunion des LR avait lieu, il y avait déjà une levée de boucliers dans les fédérations et dans les cadres, les Républicains, qui ne voulaient pas continuer dans ce gouvernement. C'est comme le grand écart. À un moment, quand vous tirez trop fort, il y a un claquage. Et le claquage, là, il était vraiment annoncé. Bruno Retailleau a choisi en force de continuer à se maintenir. Et puis après, on nous annonce que c'est une histoire de casting. Mais qui peut penser que personne n'avait vu l'arrivée de Bruno Le Maire? Elle était annoncée sur les chaînes d'infos depuis environ peut-être 30 minutes même avant l'annonce du gouvernement. Donc tout ceci, si vous voulez, c'est une succession d'incohérences. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que soit il y a une vraie prise de conscience, mais il faut qu'ils sortent de leur bureau, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas saisi la colère qu'il y a aujourd'hui dans le pays et la colère qu'il y a dans la classe politique dans son ensemble. Donc moi, je n'étais pas spécialement pour la dissolution, on n'aime pas l'instabilité. Mais il y a un moment, l'année dernière, ils ont empêché le RN d'aller au pouvoir au forceps. C'est là où le problème a commencé, avec des alliances contre nature avec LFI. Du coup, effectivement, on s'est retrouvé avec cette Assemblée nationale, mais qui est vouée à l'échec depuis déjà l'année dernière et cette dissolution. Valérie Nataf, quand on entend que le président Macron a nommé, ou a permis la nomination de Bruno Le Maire, qui était, on a entendu plusieurs fois sur ce plateau le mot de provocation. Oui, à quoi a-t-il joué le président de la République, en fait ? À la fois, c'est un irritant, mais vous voyez bien que le socle sur lequel s'appuie le président de la République, plus on avance dans le mandat, et plus il se rétrécit, et plus il semble se rétrécir sur les plus proches du chef de l'État. Je ne sais pas si on peut dire de Bruno Le Maire que c'est un proche du chef de l'État, mais enfin, il a été pendant 5, 6 ans, 7 ans, son ministre de l'économie, je ne me souviens plus exactement, 7 ans. 7 ans, son ministre de l'économie, donc il y a eu... Et il est l'homme de la dette pour l'opposition, en tout cas. Absolument, l'homme qui incarne
les déficits qui filent. Ce qu'on comprend là, c'est que, je reprends le terme de Christophe Barbier, qui me semble être celui qui s'impose aujourd'hui, on n'est plus dans une crise politique là, on est dans une crise de régime. On a un gouvernement nommé hier et un Premier ministre qui démissionne aujourd'hui et Emmanuel Macron qui accepte cette démission, ce qui veut dire qu'il y a un deadline en dehors de toute considération politique. Oui, le budget. Il y a un deadline, c'est le budget, c'est le 13 octobre sur le bureau de l'Assemblée. On est le 6 octobre, donc dans une semaine. Et on n'est pas d'accord sur les grandes orientations du budget. Alors ça, c'est même pas à dire qu'il n'y a pas de budget, c'est qu'on ne sait pas où. Une majorité. Ça sent la déblanche, Pascal Péry. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Entre Liberté. Oui, ça sent en tout cas le désaccord profond. Enfin, on ne le découvre pas. Moi, je suis étonné qu'on soit étonné parce que il y a un petit moment qu'on explique autour de cette table que concilier les ambitions des socialistes et celles des LR dans une même équipe, c'est impossible. Vous en avez qui veulent dépenser absolument plus, qui veulent abroger la réforme des retraites, etc. Vous en avez qui veulent au contraire faire des économies additionnelles, ce que les autres ne souhaitent pas. Enfin, c'est à la coalition de l'impossible. Et en effet, la grande inquiétude, c'est que la France a besoin d'un budget. Alors, on en a besoin parce qu'il faut payer les fonctionnaires, il faut distribuer les prestations sociales, et ça suppose qu'il y a un vote. Bon, c'est la procédure. Est-ce que on tiendra les délais? Vraisemblablement non. Il y a d'autres options. Il y a notamment l'option qui consiste à signer passer par voie réglementaire, si vous voulez, à signer 1/12 du budget à chaque fois, chaque mois. Mais on reconduit un budget en l'état, on prend le budget de l'année précédente. C'est la seule façon de faire des économies. D'ailleurs, j'ai l'impression aujourd'hui, puisque vous prenez le budget de l'année précédente, vous ne lui appliquez pas le coefficient multiplicateur de l'inflation, et vous divisez par 12, vous avez la somme dont on dispose. Mais c'est terrifiant quand on a ce genre de situation. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où il n'y a plus de projection. C'est-à-dire qu'on n'envisage plus rien. Ça, c'est pas nouveau, Emmanuel. Ça fait oui, mais enfin, là, ça veut dire que c'est quand même acté institutionnellement qu'on n'a plus d'investissement national, qu'on n'a plus de cadre fixe non plus, ni pour les entreprises, ni pour les ménages. Enfin, je veux dire, c'est quand même géré, c'est la petite semaine. Christophe, il a été nommé, il y a 27 jours. Le 9, oui. Le 9 septembre. 9 septembre. Il n'a même pas fait un mois. On est à Saint-Bruno. Il a été Premier ministre sans être chef de gouvernement. C'est le gouvernement le plus court de la 5e. Ah, bien sûr, bien sûr. Et de la 4e aussi, non ? Non, la 4e a eu des moments aussi où certains premiers ministres essayaient de composer et en quelques jours, ils ne trouvaient pas de majorité et ils jetaient l'éponge. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Mais sous la 5e, c'est totalement inédit puisqu'il n'a même pas eu le temps d'être chef de gouvernement, il ne l'a pas composé. Il a été Premier ministre chargé de composer une équipe et d'essayer de trouver une majorité. Il a échoué pour l'un comme pour l'autre. Donc on est véritablement dans un blocage qui ne peut aboutir qu'à une dissolution. Puisque la démission du président est un scénario auquel seuls croient ceux qui pensent que Emmanuel Macron peut céder à 1 centimètre de son pouvoir. Il va falloir maintenant trouver une solution, c'est rendre la parole au peuple. Puisque cette majorité, cette Assemblée nationale actuelle ne fera pas plus de cadeaux demain à Tartemuche ou à Tartampion qu'elle n'en a fait à Lecornu. Donc c'est bloqué. Maintenant, nous ne sommes pas seuls au monde. Comment vont réagir les marchés financiers ? Comment va réagir l'opinion à travers les urnes si on la sollicite, à travers les sondages ou à travers la rue si le conflit social continue ? C'est vraiment remettre le feu sous la marmite des gens en ébullition. Réaction de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Lecornu démissionne. 3 premiers ministres défaits en moins d'1 an. Le compte à rebours est lancé. Macron doit partir. Il s'est vraiment, le Premier ministre Lecornu, donc démissionnaire, mis dans les mains des patrons des partis à l'Assemblée, Willy Bordas. Il s'est mis dans les mains des patrons des partis à l'Assemblée. Emmanuel Macron lui-même, en faisant cette dissolution de l'Assemblée nationale il y a 1 an et demi, avec le résultat que l'on connaît, s'est mis dans la main, a perdu tout son pouvoir et s'est mis dans la main des patrons des partis qui, eux, ne visent qu'une seule chose, c'est la présidentielle de 2027. Voire avant. Et donc, moi, la question que je me pose aujourd'hui, parce qu'effectivement, il n'y a plus que de solutions qui existent. Enfin, 3 solutions. Soit on continue, Emmanuel Macron continue de nommer indéfiniment des premiers ministres qui tombent, qui n'arrivent pas à composer de gouvernement ou qui y arrivent, qui parviennent à durer quelques semaines et il fait ça jusqu'en 2027, ce qui paraît quand même très compliqué. Soit il y a une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale dont on ne sait pas si elle donnera un résultat qui sera plus clair que celui qui est arrivé en juillet 2024 parce que la France reste quand même relativement coupée en ces fameux 3 blocs gauche,
droite, enfin gauche, centre, droite nationaliste, ou soit on a cette démission d'Emmanuel Macron qu'effectivement certains responsables politiques, de plus en plus nombreux quand même, et de moins en moins énervés. Au début, il y avait uniquement les insoumis qui criaient démission d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on a des personnalités comme Jean-François Copé, Valérie Pécresse, des LR plutôt raisonnables qui appellent à cette hypothèse. Donc, Emmanuel Macron va commencer à se retrouver acculé. Et certains de ses proches me disaient récemment, il ne veut pas démissionner, mais il peut y être contraint par la situation. Vous êtes d'accord, Valérie Nataf? Il a quand même fait 2 erreurs majeures, Emmanuel Macron. Cette dissolution folle de l'année dernière. Et pourquoi nommer Bruno Le Maire alors qu'il sait que ça va être... l'étincelle. L'étincelle qui va mettre le feu au baril de poudre. Enfin. Sans vouloir tirer sur une ambulance, quand vous dites 2 erreurs d'Emmanuel Macron, je pense que la liste pourrait être plus longue. Donc, il y a une situation... Alors, attendez, absolument vertigineuse. Oui, absolument. Vertigineuse, nous dit Pascal Perry. Regardez, montrez ça, Pascal. On va essayer de trouver en régie, on va essayer de faire une capture d'écran de la situation du CAC 40. Il y a un mur, là, au moment où on apprend la démission du Premier ministre, le président qui l'accepte, etc. Vous savez, oui, un mur, c'est... et j'observe la tendance, moins 1,95 sur le CAC 40. C'est la question que c'était à 1,73 il y a quelques secondes. Alors, ce qui est spectaculaire, c'est la tendance. Vous voyez. On peut le voir, le graphique, là, Pascal? Enfin, moi, je veux bien vous le montrer sur mon téléphone. Oui, ben voilà, on le voit bien, là. J'ai peur que ça scintille. Non, mais intégré. Voilà. Bon, vous pouvez, on va le trouver en régie. C'est extrêmement spectaculaire, en réalité. Il y a une réaction immédiate de la communauté boursière. Alors, on prend toujours un peu de distance par rapport à ces indications. C'est une première réaction très, très psychologique. Vous savez, on dit pas vendu, pas perdu à la bourse. Néanmoins, on observe quand même la communauté des investisseurs avec intérêt, parce que ce qui se passe à la bourse peut aussi avoir des conséquences sur la psychologie des prêteurs qui, et bien sûr, régulièrement finance le déficit public et achète de la dette française. On retrouve Nicolas Laurent à l'Élysée. Nicolas, alors c'est le choc, Nicolas. Oui, totalement. Le choc, on pensait, pour tout vous dire, que ce rendez-vous entre Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron visait à éteindre l'incendie, à arrêter cette crise avec la droite, espérer peut-être ramener Bruno Retailleau à la raison. Mais force est de constater que Sébastien Lecornu a finalement décidé de remettre sa démission au chef de l'État Emmanuel Macron. Il a sans doute jugé que les embûches étaient trop fortes, avec la pression de l'opposition qui quasiment chaque matin laissait planer le doute sur une éventuelle censure. Encore Jordan Bardella ce matin, Olivier Faure ce week-end, et puis il y a eu ce revirement de la droite de Bruno Retailleau qui aura été fatal aux ambitions de Sébastien Lecornu. Et désormais, Anaïs, tous les regards se portent juste derrière moi, ici, rue du Faubourg Saint-Honoré, sur Emmanuel Macron. Le chef de l'État va-t-il prendre la parole? Va-t-il s'adresser aux Français dans un moment de crise politique très forte, alors que l'opposition réclame soit sa démission, soit une nouvelle élection législative? Alors que je me tourne, puisqu'il y a une arrivée d'un cortège, mais sans vraiment pouvoir vous dire qui va rentrer à l'Élysée. On attend désormais la réaction du président de la République, Emmanuel Macron.